À toutes et à tous, merci mesdames et messieurs de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Comme certains d'entre vous le savent, 10 jours sont déroulés depuis que la campagne électorale a été lancée le 19 novembre dernier. Et plusieurs candidats parcourent villes, villages, territoires et provinces pour essayer de convaincre l'électorat afin d'obtenir le suffrage. Mesdames et messieurs, on va donc évaluer les 10 jours de campagne électorale qui représentent le 1/3 de la période consacrée donc à la campagne. On va aussi analyser les propos de Monseigneur Fridolin Mbongo, le cardinal Fridolin Mbongo, le chef de l'Église catholique, qui en tout cas a exprimé des doutes sur la tenue des élections le 20 décembre 2023 et il craint également qu'il y ait chaos si les élections se tenaient dans des conditions pareilles. Merci de nous faire confiance. Deux invités sur ce plateau. Maître Freddy Mwamba, bonjour. Merci de prendre part à cette émission Grande Tribune. Bonjour Dan et merci de l'invitation. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde et qui aiment bien cette Grande Tribune, qui est une émission qui permet, n'est-ce pas, à ceux qui nous suivent d'arriver à cerner les contours de l'actualité. J'aimerais aussi remercier notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné le souffle de vie et j'aimerais étayer ce que je viens de dire en rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ par un passage biblique, Jacques 5:11 qui dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui souffrent patiemment ». Et avez-vous, la Bible déclare aussi, avez-vous entendu parler de la souffrance de Job? Avez-vous vu la fin que le Seigneur lui accorda? Vous voyez, et puis la Bible de poursuivre en disant que le Seigneur, pour dire que le Seigneur est plein de miséricorde, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous comprenez? Donc ça veut dire que vous pouvez traverser des situations très difficiles, mais ce qui compte, c'est la fin. Et notre Seigneur Jésus-Christ finit toujours par donner du baume au cœur à ceux qui traversent des situations très difficiles. Donc voilà, c'est ça la leçon que nous devrons tous retenir. Enfin, ne perdons pas espoir. Enfin, Bahati a pu mettre l'effigie du président Tshisekedi sur les affiches. Est-ce que finalement il a fait, parce que certaines affiches n'avaient pas l'effigie du président de la République. Dan, tu sais on va y revenir. Non, Dan, tu sais que c'est quand même important que je place un mot. On va y revenir. Tu sais qu'avant, lorsqu'on disait que le professeur Modeste, quand nous disions que le professeur Modeste Bahati n'allait pas postuler et qu'il allait soutenir le président de la République, personne ne nous a crié. J'aimerais comparer cette situation à celle de la tenue des élections. Jusqu'à présent, nous sommes en campagne, mais il y a des gens qui se permettent de dire qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Qui sont en train de dire qu'on va, n'est-ce pas, reporter les élections. Alors que nous sommes à pratiquement, si je ne m'abuse pas, je crois, 3 semaines des élections. Il y en a qui ne continuent pas à croire. Il faut prendre ça de cette façon-là. Donc le professeur Modeste, depuis qu'il a commencé à dire qu'il allait soutenir le président de la République, personne ne croyait. Il disait qu'il allait être candidat, il n'est plus candidat. Mais on cherche toujours, n'est-ce pas, comme on dit, on cherche des poux. On cherche des poux. C'est pourquoi il y a des gens qui disent des choses. Il y a trop de détracteurs qui ne sont pas contents du fait que le professeur Modeste Bahati soutient le président de la République. Ce sont eux qui se donnent le luxe là de continuer à véhiculer de l'enfumage dans l'opinion. Mais sinon, nous savons ce que nous sommes, ce que nous valons et les soutiens que nous apportons au président de la République qui est un soutien inconditionnel. Voilà, donc c'est cela. Un soutien inconditionnel au président Tshisekedi. Eri Massimbo, bienvenue également dans cette émission Grande Tribune. Merci beaucoup, cher Dan. Je vous salue vous-même, je salue l'équipe technique qui nous accompagne, je salue aussi Maître Freddy Mwamba. Il a bien dit, il a tant espéré, il a tant entendu, il est loyal envers l'autorité de l'AFDCA. Je crois qu'il est temps pour le président Modeste Bahati Lukwebo de pouvoir jeter un dévolu sur Maître Freddy Mwamba. Parce qu'il est toujours au front, aux côtés de l'AFDCA et il soutient toujours son autorité morale. Donc c'est un exemple d'engagement politique pour les jeunes. Je m'en vais saluer les candidats du peuple, les candidats congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le cuisinier national, que je salue là où il est. Tu sais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est le seul candidat en fait, tout au long de cette tournée. Nous sommes à la 9e jour. Depuis que ça commence. 29, 9e jour. 10e jour, depuis que ça a commencé. Il est le seul candidat à pouvoir faire l'unanimité partout où il passe. Il fait le plein,
et il rassure son peuple et le peuple lui rassure aussi de pouvoir lui apporter son soutien. Donc, le cuisine national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20, et les élections se tiennent un certain 20 décembre. Je crois qu'aujourd'hui, ça va entrer dans l'histoire. Je crois qu'aucun autre candidat ne tombera dans ces destins, dans cette coïncidence des chiffres. Donc, j'appelle aussi la population congolaise dans son ensemble, partout où elle se trouve, de pouvoir faire les bons choix pour les législatives, tant au niveau national, provincial que municipal. Parce que nous voyons l'incertitude dans le chef de certains candidats. En même temps, il se présente à la nationale, à la provinciale et aussi aux élections municipales. En fait, qui il est, même Dieu lui-même étant sur terre, ne s'est pas présenté sur 3 formes au même moment. On savait que c'était Jésus-Christ, mais en Jésus-Christ résidait l'Esprit, le Père et machin, tout ce que vous voulez. Mais ils veulent briguer 3 mandats dans 3 institutions différentes. Et quand vous voyez dans les différents suppléants, ce sont soit les membres de leur famille, soit leurs épouses, soit leur deuxième vitesse. Alors, nous appelons toute la population congolaise à la vigilance par rapport à cela, de voter les candidats qui ne se représentent qu'à une seule législature. Pas dans 2, 3 mandatures. Non, quand même. Nous devons être sérieux. Et aussi, j'appelle particulièrement la population quinoise de faire l'échec à tous ceux qui ont contribué à la mégestion de la ville de promesse de Kinshasa, à commencer par les gouverneurs jusqu'au dernier député. Est-ce que voyez-vous le présidium de l'Union Sacrée accompagner le chef de l'État dans cette campagne électorale? Le présidium, c'est Bahati Mbosso, Kabouya et Bahati Mbosso, Kabouya et Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, voyez-vous ces gens l'accompagner? Bon, au-delà de l'incertitude, comme je l'ai dit, de la subjectivité politique et de l'irrationalité, ainsi que de la confusion qui caractérise ou qui représente l'homme politique congolais, je crois, parmi eux, il y a certains qui sont sincères. Vous savez, en politique, il n'y a pas de sincérité à 100%. La confiance en politique, c'est comme nous sommes dans un marché boursier où un stylo qui coûte aujourd'hui $100, demain, vous pouvez le trouver à $1. Dans une minute, quelque chose qui coûtait $1, vous pouvez le trouver à $200, voire $300. Parmi eux, il y a certains qui sont un peu honnêtes par rapport aux engagements pris avec le chef de l'État. Parmi eux, je citerai, pour ne pas citer, le président de l'AFDCA, l'autorité morale de Maître Freddy Mwamba. Il est sincère. Donc, non. Il n'est pas sincère. Non, j'ai dit pas sincère. La sincérité n'existe pas en politique. Mais jusque-là, il est encore aux côtés du chef de l'État. Jusque-là. Depuis les engagements qu'ils avaient pris, quand il a été nommé informateur pour la formation du gouvernement, jusqu'à ce qu'il a été élu président du Sénat. Et jusqu'à ce jour, il fait encore preuve d'une certaine sincérité et honnêteté. On prend le vieux Mbosso. Vous savez, le vieux Mbosso est déjà à la fin de sa carrière. Donc, quoi de plus normal pour lui d'être sincère? Et si on prend M. Jean-Pierre Bemba, bon, en fait, tout ça va bien se dessiner après 2024, je crois bien. Tout va bien se dessiner après 2024. Maître Freddy Mwamba, on va prendre la première thématique. Comment évaluez-vous la première semaine, les 10 premiers jours de campagne électorale? On a suivi à Kindu certaines informations relayées comme quoi Moïse Katumbi a été empêché de tenir son meeting à la place qui a été prévue. Il y a un jeune qui a été tué par balle, un jeune d'Ensemble pour la République de Kindu. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Moi, je pense que si une vie a été fauchée, c'est vraiment une situation malheureuse que je suis en train de fustiger avec une grande fermeté. Donc il n'est pas question que quelqu'un meure, mais encore qu'il faut savoir si il ne s'agit pas aussi d'un bouc émissaire Ensemble pour les changements, dans la mesure où avant il pensait que la candidature de Moïse Katumbi
n'allait pas être avalisée. Et cette candidature a été avalisée à la grande surprise, à la stupéfaction, bien entendu, de ces militants et autres qui étaient en train de prophétiser les malheurs, qui se disaient que si jamais on acceptait, si jamais on rejetait, on recalait Katumbi au niveau de la CENI, le monde va s'arrêter. Donc il y a eu des choses qui ont été dites à ces sujets, mais ils ont été surpris, comme d'habitude. Parce que d'abord, il faut d'abord commencer par la loi sur la nationalité. On se disait, non, la loi va empêcher Katumbi est là. Il n'y a pas eu de loi. Après, non, on a commencé encore à avoir des suspicions sur l'acceptation de sa candidature, à entretenir des suspicions au sujet de sa candidature au niveau de la CENI. Et on a accepté les dossiers de Katumbi au niveau de la CENI. Et ils se sont déployés en campagne croyant que la police allait les empêcher à pouvoir mener en toute quiétude leur campagne. Mais ils ont été surpris de constater que partout où ils passaient, il n'y avait aucun empêchement en rapport avec, n'est-ce pas, la tenue de la campagne électorale. Maintenant, il faut toujours chercher un moyen pour montrer que le pouvoir en place est en train de bâillonner l'opposition, ne veut pas permettre à l'opposition de pouvoir, n'est-ce pas, mener sa campagne comme il se doit. Donc, ils sont en train de faire de tout leur mieux, de faire de pied et de main, comme on dit, pour qu'il y ait un incident qui va faire en sorte qu'on puisse incomber la responsabilité au président de la République. Ce qui n'est pas le cas malheureusement jusqu'à présent. Ils font tout pour y arriver, mais ils n'y arrivent pas. Mais ce que nous disons, c'est que s'il y a une bavure policière, je ne cesserai de le dire, je ne peux pas condamner, je ne peux pas encourager cela, mais ce que je constate, c'est qu'ils sont en train de mener leur campagne calmement. On a empêché personne de mener sa campagne. Les populations congolaises sont en train de suivre des candidats ici et là et vont choisir les candidats qui les plaît, quoi. Qui plaît aux populations congolaises. Est-ce que l'Union Sacrée est en train de bien mener cette campagne quand on a suivi cette correspondance adressée au chef de l'État par les jeunes candidats, les nouveaux candidats à la députation nationale et provinciale, ceux qui n'ont jamais été à l'Assemblée nationale, qui n'ont jamais géré, qui n'ont jamais siégé, qui n'ont pas reçu, selon leur correspondance, ils n'ont pas reçu les moyens de battre campagne pour eux-mêmes et pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que c'est un avantage ou un désavantage pour vous, l'Union Sacrée de la Nation? Donc, vous pensez, le problème qu'il y a, ce n'est pas seulement d'avoir le moyen. Les moyens, à eux seuls, ne suffisent pas pour faire passer un candidat aux élections. Et ce qui compte d'ailleurs plus, c'est la stratégie. Vous comprenez? C'est la stratégie qui joue. Vous pouvez avoir des millions et des millions, mais si vous utilisez ces millions-là pas comme il faut, je pense que vous ne serez pas élu. Mais si vous avez une bonne stratégie qui peut vous faire élu et qui peut vous faire élire plutôt, je pense que même avec peu de moyens, vous pouvez Quel est le problème effectivement y arriver. Quel est le problème au juste? Pourquoi ils n'ont pas été dotés des moyens conséquents pour pouvoir battre leur propre campagne? Vous voulez pas d'abord, le problème qu'il y a, c'est que... C'est quoi le problème Il ne faut pas d'abord oublier que les partis politiques et les regroupements politiques ont pris en charge d'abord, c'est quoi? La caution. Les cautions de tous ces candidats-là. Et c'est des millions qui ont été dépensés. C'est pas facile. Et puis, en dehors de prendre en charge les cautions, comme si cela ne suffisait pas, il a fallu que certains regroupements de l'Union Sacrée puissent encore recevoir l'argent de la campagne. Moi, je pense que... Il n'y a pas d'argent. C'est un peu difficile qu'ils puissent avoir... Parce que jusqu'à preuve du contraire, depuis que la campagne a commencé, je pense que officiellement, il n'y a pas eu un montant qui a été affecté, n'est-ce pas, à cela. C'est-à-dire pour permettre qu'il a été remis aux différents candidats. Quel est le problème? Pourquoi ils ne sont pas dotés de moyens financiers? Et moi, je pense que ça devrait aussi nous servir, en fait, d'exemple, même dans l'avenir. Faire en sorte que, si nous voulons organiser des campagnes dans ce pays, que ça ne soit pas parce que quelqu'un a mis beaucoup d'affiches
dans les rues et partout, qu'on puisse voter pour lui, mais qu'on puisse voter pour la personne parce qu'on croit en cette personne. On a suivi cette personne. Cette personne inspire confiance. Cette personne a, par exemple, un projet de société qui va permettre, qui va pousser, n'est-ce pas, cette population à pouvoir voter pour lui. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait des vrais débats politiques qui soient organisés pour permettre à nos populations de savoir pour qui ils doivent voter. La période de campagne, c'est la période où les indécis sont parfois basculant soit à gauche, soit à droite, soit vers les camps de l'opposition, soit les camps de... Parce qu'il y a des indécis également dans toutes les élections. C'est pour ça qu'il y a parfois des campagnes électorales pour convaincre ces personnes-là qui ne savent pas quel candidat soutenir. Mais la question qui revient souvent, c'est celle de savoir pourquoi l'Union sacrée n'arrive pas à soutenir. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Vous pensez que ces jeunes-là pourront avoir plus de possibilités d'être élus si ils ne sont pas accompagnés financièrement de battre campagne comme ils le souhaitent eux-mêmes? Je ne veux pas aborder cela dans le sens des avantages ou pas avantages. Je vais aborder cette question dans le sens de pousser, n'est-ce pas, nos populations à pouvoir opter pour une autre façon de pouvoir faire la politique. Sans financement. Ça veut dire quoi? Non, je ne dis pas que sans financement. Sans financement, donc c'est difficile s'il n'y a pas de financement. Ouais. Je pense que quand même, la plupart des candidats ont quand même un minimum tout de même de moyens qui puissent leur permettre de faire en sorte qu'il y ait quand même une sorte de visibilité. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Ça ne se fait pas comme ça a toujours été parce que, comme vous le savez bien, la plupart des candidats sont en train de lambiner. Vous ne sentez pas sur les terrains qu'il y a des gens vraiment ils y vont mollement. Et peut-être ça peut être ça comme handicap pour eux, dans le sens que ils s'attendaient peut-être à avoir. Parce que je peux vous dire, même dans les élections passées, je vais te donner par exemple les élections d'un grand parti qui dirigeait ces pays ici. Si, sauf erreur de ma part, je sais qu'on avait remis pratiquement aux candidats environ $2000. Mais avec $2000, mon cher, quelqu'un va battre campagne comment? Vous voyez, même les montants qu'on remet souvent aux candidats, c'est toujours infime par rapport, n'est-ce pas, à ce que les candidats sont appelés à faire sur les terrains pour faire en sorte que les populations votent pour eux. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur le fait qu'il faut plus utiliser des stratégies. Parce qu'avec $2000, vous allez louer la salle à combien? Vous allez réunir des gens où? C'est pas évident, vous comprenez? Donc, ce qui importe, c'est que aujourd'hui, les populations congolaises ont déjà atteint une maturité telle qu'ils savent pour qui ils vont voter. Ça, c'est ce qui est important. Et pour ma part, ce que je demanderai à cette population, en ce qui concerne la présidentielle, c'est de voter pour le candidat numéro 20. Parce qu'au moins, il a des éléments probants qui démontrent à suffisance qu'il a la volonté de transformer ces pays. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Eri Massimo, quelle est votre lecture 10 jours après le lancement de la campagne électorale? Bon, tout va au mieux, hein? Tout va au mieux. Il y a la sécurité. Hormis les cas que nous déplorons tous de ce qui s'est produit dans le Maniema à Kindu, où il y a eu même mort d'homme. Vous savez, la vie humaine, elle est sacrée. Et le gouvernement provincial, j'ai entendu les communiqués du ministère de l'Intérieur et son intervention en direct de Top Congo. Il a promis des enquêtes pour pouvoir élucider les circonstances de cette mort. Parce qu'il s'agit d'un Congolais, d'un compatriote qui a perdu la vie. Donc, quoi de plus normal pour le gouvernement de s'investir pour élucider les causes de sa mort? Est-ce vrai, vous pensez que c'est vrai, c'est que les communicateurs de M. Moïse Katumbi disent qu'on a détruit le podium où il devait tenir son oracle? On a détruit son podium à Kindu. Il a fait sur un endroit de fortune. C'était pas prévu. Mais qui nous montre la VAR, hein, comme les Kinois disent, vidéo, qui nous montre la VAR. Hein, où la population ou les militants de l'IDPS ou d'un parti de l'Union sacrée étaient en train de saccager ou de détruire le podium. Vous savez, le podium peut tomber parce qu'il a été mal monté, ou soit certains vis ont cédé au poids, ou soit à la surcharge. Donc il ne faut pas un problème technique, pourquoi les mettre sur le dos du gouvernement? Je crois qu'on doit être prudent par rapport à certains discours qui sont développés par certains partis de l'opposition et surtout pour ceux qui soutiennent les candidats de l'étranger. Donc tous les signes sont là qui nous montrent que réellement
ces candidats ne fait pas l'unanimité du peuple congolais. Même quand la nature détruit même les podiums sur lesquels vous devez vous tenir pour tenir votre discours. Donc cela montre que même la nature est contre vous. Même la nature, la population, nos ancêtres de Kindu n'ont pas soutenu, n'étaient pas d'accord par rapport à l'arrivée de Moïse Katumbi sur leur territoire. Donc voilà. Et on a vu le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son passage au Maniema. Pourquoi il n'y a pas eu tout ça? Pourquoi le podium n'était pas tombé ou n'avait pas cédé? Non, parce que cela montre un certain sérieux du point de vue de l'organisation. Et l'organisation de sa campagne est tenue par qui? Par M. Jacquemain Chabani, que nous saluons de loin là où il se trouve avec le chef de l'État. Donc, tout ça, on ne peut pas entrer dans ces débats-là pour pouvoir commenter et donner encore les armes à l'ennemi du peuple congolais. Donc, ce sont les ancêtres, c'est les pays, ce sont nos terres qui les ont rejetés, qui ont refusé de pouvoir les accueillir et non un podium qui a été saccagé par... La question maintenant de financement des candidats, des nouveaux candidats, des jeunes candidats qui aspirent également à exercer les fonctions de députés nationaux, provinciaux, communaux. La question du financement, ils ont écrit au président, jusque-là, apparemment ils sont toujours pas, on ne leur a pas toujours répondu. Selon vous, cela pourrait être dû à quoi? Bon, est-ce que le président de la République est le chef des partis politiques? Est-ce que le président de la République leur avait écrit pour les recommander de pouvoir postuler à chacun de manière individuelle? Est-ce que le président de la République leur avait promis un financement? Je vois que ce sont des questions que nous devons nous poser avant une façon de dénoncer. Mais ils doivent écrire plutôt à leur chef, au chef des différents regroupements des magouilles qui auraient peut-être dans la famille. Mais est-ce que le chef d'État est censé verser de l'argent au sein des partis politiques? Non, dénoncer, ils dénoncent peut-être. Mais quand ils dénoncent, mais ils sont censés le faire. Quoi, depuis le moment de pouvoir le faire, s'ils voient dans un certain niveau leurs doigts sont lésés, ils doivent le faire, mais qui s'adressent directement au sein des structures qui sont censées leur donner le financement pour pouvoir battre campagne. Et aussi, je voulais un peu interpeller certains jeunes. Prenons par un exemple, je prends, parce que c'est un frère, c'est un ami, on a eu à mener la lutte ensemble, Constant Moutamba. Lui-même, il va dans le Maïndombe. Il est bloqué, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avion, et puis il tweet, tous les avions ont été réquisitionnés. Eh bien, soyons un peu sérieux, cher Dan. Soyons sérieux. Lorsque le moyen financier que vous avez ne matche pas avec vos ambitions politiques, mais il faut se retirer. D'ailleurs, je le conseille de pouvoir vendre sa candidature dans le marché public. Là, au moins, il pourra faire retourner l'argent qu'il avait investi. Et les vendables aussi, la candidature. Bien évidemment, il y a certains candidats qui ont vendu leur mandat. On voit par exemple cette Kikouni, un candidat président de la République qui se transforme en un mobilisateur, un sensibilisateur, un porte-parole d'un autre candidat. Pourquoi? Parce qu'il a vendu. Nous avons vu à quel niveau l'argent peut nous faire changer d'ambition et de métier. Il a vendu à combien? Matata Pogno, c'est la même chose. Aujourd'hui, Matata Pogno est devenu les parsec privés des candidats de l'étranger. Donc tout ça nous montre le niveau de l'irrationalité et de la confusion politique qu'anime la classe politique congolaise. Je prie, moi personnellement, par exemple, à un grand frère, à un compatriote, Franck Diongo. Je vis son affiche sur le boulevard. Donc, quand je vis ça, je me suis étonné. Donc, il était au même moment à la présidentielle, à la nationale et à la provinciale. 3 niveaux au même moment. Je dis comment ils allaient se départager. Et la loi n'interdit pas. Bien évidemment, bien que la loi n'interdit pas, non, c'est la loi électorale qui ne l'interdit pas. Voilà. Mais néanmoins, les lois du pays. Quelle loi? Non, les lois du pays sur l'administration, les agents publics interdisent les kimila. Interdit les kimina. Mais un bon citoyen, à un bon républicain, nous devons montrer l'exemple. À un bon républicain, nous devons montrer l'exemple. Prononcez-vous à l'élection où vous êtes déjà censé, vous êtes certain de pouvoir le faire. À Lyon Sacré, vous votez une loi comme ça. Non, non. Vous voulez que lui puisse respecter ce que vous avez Non, non. Il faut bien préciser. Ce n'est pas l'Union Sacrée qui avait voté. Ce sont les individus qui se présentent en tant que députés
national. Le Parlement est à l'Assemblée. Non, s'il vous plaît. Le Parlement. Le Parlement n'est pas le siège de l'Union sacrée. Non, c'est la majorité. Les parlements, non, soyons sérieux, s'il vous plaît, cher Dan. Le Parlement n'est pas le siège de l'Union sacrée. Non, je dis pas que c'est Ceux qui siègent à l'Union sacrée, ce sont les députés. Et ces députés-là ont voté, ont fait passer cette loi-là. D'ailleurs, les confrères ou les compatriotes qui vont être élus, qui vont bénéficier de la confiance de la population, je les invite à la prochaine, au prochain vote de la loi électorale, d'essayer de faire un peu changer ça. Et puis par rapport, ces mêmes personnes qui ont postulé à 2 niveaux, provincial, municipal, ou à 3 niveaux, national, provincial, municipal, et ils réclament encore de l'argent. Mais dites-moi, on va maintenant vous donner l'argent pour pouvoir battre campagne, pour quel niveau? Est-ce que, en tant que député national qu'on va vous donner l'argent, en tant que député provincial qu'on va vous donner l'argent, ou en tant que échevin, ou... ça normal? Non, vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. En âme et conscience, vous-même, vous devez naviguer dans la certitude. Vous devez avoir un seul cible. Les Français le disent. C'est lui qui suit des lièvres à la fois. A la malchance de pouvoir les perdre. Merci donc, beaucoup. en vous-même, en tant que républicain, peu importe ce que la loi électorale ou le boulevard que la loi électorale vous ouvre, mais vous n'êtes pas censé Merci beaucoup. tromper votre propre conscience. Merci beaucoup. Et j'appelle toute la population, encore une fois, cher Dan, de pouvoir voter le numéro 20 sur 20. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les cuisiniers nationaux. Numéro 2020, 2020. 2020. 20, 20, 20. Quelle coïncidence naturelle et divine. Divine. Maître Freddy Mwamba, deuxième thématique, la régie va m'accompagner. Le cardinal Fridolin Ambongo s'est adressé aux jeunes. Il les a conscientisés, il les appelle à la prudence, à la vigilance, qu'il n'y ait pas de trouble après les élections. Qu'il n'y ait surtout pas chaos, parce que rien ne rassure qu'on aura élection le 20 décembre. Et même si on aura élection, rien ne prouve qu'il y aura élection dans la transparence. Le chef de l'Église catholique. Maître Freddy Mwamba. Moi, je pense que nos pères spirituels ne doivent pas jouer au Cassandre en prévoyant déjà que les choses vont mal se passer. Et nous aurons élection le 20 décembre. Moi, je crois qu'il y aura élection. Vous n'êtes pas technicien. Vous n'êtes pas technicien de la CENI. Vous croyez. Non, je m'en tiens. C'est très bien. Non, je crois. Croire, c'est bien, mais il faut avoir la certitude. Je m'en tiens aux propos. Bon, la certitude apodictique, nous allons la voir le 20 décembre. C'est le 20 décembre que nous allons avoir une certitude, n'est-ce pas, démonstrative pour savoir effectivement s'il y aura élection ou pas. Et jusqu'à preuve du contraire, l'organe organisateur, n'est-ce pas, des élections insiste sur le fait qu'il y aura élection le 20 décembre. N'en déplaise, n'est-ce pas, à tous ceux qui pensent que la date ne sera pas tenue. C'est quoi le Donc mal? la date sera tenue. Tant qu'ils insistent, ils nous disent qu'ils ont, n'est-ce pas, tout le moyen possible qui puisse leur permettre de pouvoir organiser les élections dans les délais, moi je pense que c'est une bonne chose, c'est quelque chose que nous devons, n'est-ce pas, saluer et applaudir des deux mains, parce que c'était ça le souhait le plus ardent de tous, était qu'on puisse respecter, n'est-ce pas, la date des élections, qu'il n'y ait pas glissement, parce que les glissements coûtent cher. Vous comprenez? Parce qu'il risque d'y avoir des manifestations et tout ça, ça ne sera pas une bonne chose, ça peut nous conduire à des négociations et tout. Et je pense que même tous ceux qui pensaient qu'il n'y aurait pas élection le 20 décembre commencent à déchanter aujourd'hui, petit à petit. Même s'ils veulent chercher à effaroucher un certain nombre de compatriotes pour dire qu'il n'y aura pas toujours élection le 20 décembre, je pense que dans leur fin fond, ils ont compris qu'effectivement, nous allons tout droit vers les élections et que c'est la dernière ligne droite. C'est comme ça que... La déclaration de Monseigneur Ambongo, elle est une déclaration à l'emporte-pièce. Il n'y a pas comment dire, toutes les informations requises pour tenir ce genre de propos. Non, je ne dirais pas ça. Nous avons affaire à une personne qui est très avisée, mais je pense que je souhaiterais qu'il puisse encore continuer à
a bien analysé la situation. Il a mal analysé. C'est ça mon souhait. Il a mal analysé. Je souhaiterais qu'il continue à approfondir ces analyses pour voir, pour se rendre compte qu'effectivement il y aura élection dans les délais conditionnels. Je pense qu'il a même lui-même nuancé dans ses affirmations en disant que si jamais les élections ne se tenaient pas dans les délais, c'est que ces élections-là seront chaotiques. Vous comprenez? Donc ça veut dire que même en disant qu'il n'y aurait pas élection le 20 décembre, il n'est pas sûr que ce qu'il dit là, c'est ce qui va se faire exactement. C'est pourquoi, comme alternative, il s'est dit, bon, soit il y a élection le 20, s'il n'y a pas élection, c'est que ça sera chaotique. Donc, vous comprenez? Donc, il n'est pas sûr qu'effectivement, il y aura élection ou bien il n'y aura pas élection et que s'il y a élection, ça ne sera pas de bonnes élections. Vous ne voyez pas qu'il est en train de tirer une sonnette d'alarme en disant que si nous allons aux élections dans ces conditions-ci, voici ce qui nous attend. C'est le pire. Ce n'est pas une sonnette d'alarme qui est en train de tirer, Maître Ferdinand. Bon, si c'est une sonnette d'alarme pour pousser davantage la CENI à pouvoir organiser ces élections à bonne date, c'est une bonne chose, ça ne sera pas une mauvaise chose. Mais quant à dire, de là à dire que ça sera des élections chaotiques, c'est là que je dis que à ce moment-là, je crois, c'est là pose question. Nous ne pouvons pas dire que ça sera des élections chaotiques parce que justement, on n'est pas encore arrivé à la date précise pour pouvoir considérer d'emblée aujourd'hui que les choses vont mal se passer. Et je crois que en tant que père spirituel, il est appelé plutôt à prier pour que les choses aillent pour le mieux et que les Congolais aillent voter dans la sérénité le 20 décembre et que quelque chose de mal n'arrive pas. C'est ce que nous demandons à nos pères spirituels. De continuer à prier pour nous pour ça. S'il y aurait moyen de le rassurer, ça serait quoi? Que faire pour le rassurer? S'il y aurait moyen de le rassurer, lui. Moi, je pense qu'il n'est pas acteur à ce processus électoral. Il est partie prenante. Bon, L'Église comme mission d'observation, ils ont une mission d'observation qui est en train d'accompagner ce processus. Bon, il faut dire qu'il a une mission d'observation. Et quel est le rôle de la mission d'observation? D'observer, comme le dit, observation, observer. Mais ça va se faire quand? Formuler recommandations. Mais ça va se faire quand? En réalité, en rapport avec, n'est-ce pas, le vote, ça va se faire quand? Parce qu'en fait, ici, la crainte qu'il y a, c'est que l'élection ne soit pas post-posée. L'observation, ce n'est pas reporter c'est pas seulement le jour du vote. Non, mais ici, nous sommes en train de parler du jour du vote. Non, c'est pas seulement le jour du vote. Non, je ne dis pas que l'observation, c'est seulement le jour du vote. Moi, je pense qu'il faut que nous puissions circonscrire notre débat. Tu as dit qu'il a dit que les élections n'allaient pas se tenir le 20 décembre, n'est-ce pas? Ou soit je vous ai mal suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais que vous puissiez relire d'abord ses propos. C'est important. Pour que nous ne puissions pas conjecturer. C'est important que vous puissiez lire ses propos. Nous n'avons pas de preuve qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Et même s'il y en aura, nous n'avons pas... Nous n'avons pas de preuve qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Vous comprenez? Oui. C'est ce qu'il dit. Bon, je ne sais pas ce qu'il entend par preuve, mais ce que nous savons tous, c'est que la CENI est en train de mettre tout en œuvre pour que nous puissions avoir les élections le 20 décembre. Et la preuve est que les gens se sont déjà enrôlés, et la preuve est que je pense que les candidatures ont déjà été déposées. La preuve est que nous sommes en campagne. La preuve est que... Les cartes d'électeurs. La preuve est qu'on est en train de remettre des duplicata à ceux qui ont des cartes qui sont effacées. Donc, je peux vous énumérer un certain nombre de preuves qui peuvent nous pousser, n'est-ce pas, à considérer qu'il y aura effectivement élection dans les délais constitutionnels. Si vous pouvez continuer, parce que ça, c'est la première phrase. Et même s'il y en aura, nous n'avons pas de certitude que les élections vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. C'est ce qu'il a dit. Et même s'il y en aura. Donc, vous comprenez qu'il a nuancé aussi. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé avec conviction pour dire qu'il n'y aura pas élection. Il dit même s'il y en aura. Donc, ça veut dire que lui-même n'est pas sûr qu'on va reporter l'élection. Donc, l'élection aura lieu.
Mais sauf que si l'élection a lieu, c'est que ça sera une élection chaotique, d'après lui. Ça, c'est un point de vue, je pense, d'un prélat qu'on ne peut pas prendre à la légère au demeurant, mais nous attendons voir ce qui va se passer et je reste optimiste pour dire qu'il y aura bel et bien élection et que ces élections vont se dérouler dans le calme. Et vous avez la preuve. La preuve, c'est que la campagne est là et se déroule dans la sérénité, dans le calme. Donc, il y aura élection. D'accord, on va parler le 20 décembre. On va parler donc, moi, ce que je pourrais dire, grosso modo, c'est que le prélat puisse approfondir davantage ses analyses. Ça sera une bonne chose parce que ce que nous voyons, essaie un peu d'être en déphasage. Donc, les réalités factuelles sont en fait en déphasage avec ce qu'il dit. Donc, qu'il ne puisse pas tordre le cou aux réalités factuelles. D'accord. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Maître Freddy Mwamba. Je vais vous poser la question au troisième tour de table sur la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui finalement ne va plus se déployer. L'Union européenne sera absente le 20 décembre au Congo. Alors, on va en parler. Nous allons y répondre, sans coup férir en tout cas. Monsieur Herry Massibo, votre point de vue à ce sujet, Monseigneur Ambongo, il dit qu'il n'y a pas de preuve qu'il y aura bel et bien élection, et même s'il y en aura, il n'a pas de certitude que les élections vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. Est-ce qu'il peut demander à Dieu la preuve sur le sexe des anges? C'est-à-dire? C'est-à-dire, il ne faut pas pouvoir chercher des preuves dans une matière où vous n'en êtes pas capable, où vous n'avez aucune technicité. Je crois que la chair de l'Église catholique doit être utilisée pour prêcher l'évangile du Christ. Point barre. Et la paix. Point barre. Quand on porte les mentons cardinaux, on tient les bâtons cardinaux et les chapeaux cardinaux, c'est pour apporter l'évangile du Christ et apporter les messages de paix aux gens, pour apaiser. Quel est le problème les gens? Quel est le problème que vous laissez dans son pourquoi message? Il doit utiliser la chair de l'Église pour distiller les messages de haine, de démobilisation, de soulèvement auprès de l'Église catholique? Est-ce qu'il y a un message de soulèvement qu'il a décelé? S'il vous plaît, il faut lire entre les lignes. Quelle est la phrase qui montre il faut lire entre les lignes. Soulèvement. Quand il dit par exemple, nous n'avons pas de preuves que les élections seront tenues. Et même si les élections seront tenues, il n'y a pas de preuves, nous craignons que les élections ne soient pas transparentes. Mais s'il vous plaît, s'il y a certaines questions électorales dont le cardinal n'a pas la maîtrise ou dont il cherche à pouvoir en savoir plus, mais il y a une mission d'observation de l'Église catholique au sein de la CENI qui travaille en partenariat, qui est dirigée par la SENCO. Donc, certaines questions, c'est facile. Attendez. Il doit se référer à la SENCO. Vous voulez dire que l'abbé Chollet qui dirige cette institution, cette structure de la... Non, je dis qu'il se réfère. Ce qu'il dit et le travail que fait la SENCO ensemble avec la CENI pour la transparence, l'inclusivité et la paix après la période post-électorale. Il faut prouver aux téléspectateurs. Je crois réellement qu'il a une certaine insuffisance de l'information. Alors, je le réfère auprès de l'abbé Chollet, auprès de la SENCO, qui dirige une mission d'observation de l'Église catholique. C'est de même avec aussi l'ECC, qui a aussi une mission d'observation. Il y a plusieurs missions d'observation. L'Église des Réveils aussi a sa mission d'observation. Donc, au lieu de pouvoir monter sur la chair, de pouvoir dire des choses qui pour séparer les gens, pour soulever le peuple, pour mettre la haine dans le cœur des gens, c'est mieux, avant de tenir tout discours lié à l'organisation des élections, de faire référence à la SENCO ou à l'abbé Chollet pour avoir des explications précises quant à ça. Selon vous? Oui, c'est quand même important. Ici, j'ai dit que l'abbé Chollet n'était pas acteur. Donc, ça veut dire que lui-même, personnellement, en tant que cardinal, ce n'est pas ça son rôle. Mais il y a une commission, je crois, à l'Église catholique, qu'on appelle la commission justice et paix. Je crois que c'est cette commission-là qui s'organise
je crois, former, si je ne m'abuse pas, pour former les observateurs qui vont aller. Donc, lui, Abbé Cholé, personnellement, n'est pas acteur, mais les laïcs qui sont impliquants, qui ont cette expertise-là, je pense, ce sont ceux-là qui, n'est-ce pas, travaillent, qui collaborent avec la CENI dans ces sens-là. Oui, et cette structure-là est chapeautée par la SENCO, en fait. Donc, quant à la technicité, à la date pour la tenue des élections, nous tenons au communiqué de la CENI. Parce que c'est le seul organe qui a l'expertise et qui nous organise les élections. Même un membre du gouvernement ne peut pas passer à la télévision pour nous dire que la CENI ne va pas organiser les élections à la date prévue. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un organe technique qui est censé nous organiser les élections. C'est bien évidemment la CENI qui est dirigée par un compatriote à la personne des Kadima. Donc, au moment où Kadima dit fin communiqué pour rappeler à la population congolaise et à l'ensemble des candidats qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre. Sauf imprévu d'une catastrophe naturelle ou d'une guerre. Mais c'est que Monseigneur Ambongo a dit, il n'est pas le premier à le dire, il y a aussi une frange de l'opposition qui le dit également. Une frange de l'opposition qui a appelé à auditer le fichier électoral, qui a appelé à la publication définitive de la liste, qui a appelé aussi à la transparence de la CENI. Il n'est pas le premier à le dire. Est-ce que ceux-là qui ont appelé à tout ça ont aussi appelé au soulèvement? Non, je crois, ici, quand l'opposition l'avait dit, c'était, je crois, au mois de novembre. Selon la loi, la liste définitive n'est publiée que... La liste définitive par rapport des électeurs n'est publiée que 15 jours avant les élections. Et ne me dis pas que jusqu'à ce jour, la CENI n'a pas encore publié. Parce qu'ils sont toujours en déphasage par rapport à l'évolution des événements et des activités de la CENI. Alors qu'il y a bel et bien un calendrier. Quand M. Kadima a été nommé comme... a été choisi comme le président de la CENI. Mais beaucoup avaient prédit l'hécatombe. Beaucoup avaient prédit les catastrophes. Beaucoup avaient prévu l'inexistence de l'État. Mais Kadima est toujours là et il continue à faire le travail. Donc, peu importe ce que les gens vont dire, nous tenons entre le calendrier électoral sauver le et pays, au discours de Denis Kadima. Entre sauver le pays et aller aux élections, qu'est-ce qui est préférable? Est-ce que le pays est en péril? Pardon? Le pays est en non, péril. Non, encore les propos de l'abbé Ambongo. Est-ce que le pays est en péril? Quand il dit que si... Le pays n'est pas en péril, pourquoi? Attendez. Parce qu'il y a toutes les institutions du pays. Il a dit... Oui. Nous n'avons pas de certitude qu'il y aura les élections, vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. Quand il parle de transparence, il parle de la crédibilité. Donc là encore, vous n'êtes pas loin de nous qui qualifions les propos imbus de haine, de jalousie et des propos qui tentent à soulever le peuple contre le pouvoir en place. Donc ce n'est que de la haine qui essaie un peu de véhiculer dans le sein, dans la conscience de tous les membres de l'Église catholique. Donc je crois qu'aujourd'hui nous appelons tous les Congolais à la prise de conscience. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas glissé. Il vient juste de solliciter son second mandat auprès de son électorat. Par rapport à tout ce qu'il a fait, il se pointe en homme libre pour solliciter un deuxième mandat. Et c'est vous, peuple congolais, qui allez le lire. Ce n'est pas l'Église catholique qui allait le lire. Non plus encore Monseigneur Fridolin Ambongo. Non, c'est vous, peuple. Et le président de la République n'a pas violé la Constitution quant à la date pour la tenue des élections. Non. D'ailleurs, les gens ont mis des troupatouilles pour que nous qu'ils puissent les pousser au glissement. Mais jusque-là, en tant que démocrate, il tient au respect de l'état des droits et au respect des règles du jeu. Merci beaucoup. Beaucoup avaient prêché qu'il n'y aura pas l'inclusivité. Aucun candidat n'a été écarté tout au long de ce processus.
tous les candidats ont été retenus par la CENI. La Cour constitutionnelle en a validé. Et jusqu'à la fin de l'atteinte de ces élections, ils vont manquer de discours à dire. Parce que par rapport à la psychologie politique et à la psychologie électorale des peuples congolais, tout le peuple congolais dans son ensemble à l'unanimité sache et veulent que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse avoir son second mandat. Et c'est après le second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que le peuple congolais maintenant va commencer à bien voir pour pouvoir faire confiance à un autre candidat. Merci. Mais pour ces élections-ci, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rien d'autre. Merci beaucoup, Maître Freddy Mwamba. On va clore, on va chuter. L'Union européenne a communiqué, elle a annulé sa mission d'observation électorale. À cet effet, elle n'a pas, selon elle n'a pas obtenu gain de cause des autorités congolaises afin d'acquérir et déployer le matériel de communication. Il s'agit essentiellement des valises satellitaires pouvant assurer la liaison entre les observateurs déployés sur l'ensemble du territoire national et l'équipe de communication de Kinshasa. Donc la communication posera problème et l'Union européenne n'a pas obtenu gain de cause, selon elle. Pour ce faire, elle plie bagage. Votre réaction? Bon, en fait, je voudrais d'abord revenir sur ce que tu as dit ici, pour dire, sur ce que tu as dit en affirmant que les opposants sont en train de dénoncer, de dire que les fichiers, tout ça, les fichiers corrompus, tout ça. Moi, je pense qu'à ce stade, la transparence des élections n'est pas véritablement sujette à caution. Parce que nous sommes en plein dans la campagne électorale et tous ceux qui sont en train de procéder à la fustigation, n'est-ce pas, de la transparence de ces élections, participent aussi à ces élections. Donc ça signifie que quelque part, il y a une sorte de confiance qui s'est tout de même installée et qui a fait en sorte que tous ces acteurs majeurs du processus électoral soient induits à pouvoir participer à ces élections. Donc il s'agit là des éléments qui démontrent vraiment à suffisance que il y a quand même une différence par rapport à ce qui était en train de se dire avant. Pour le moment, il y a quand même une confiance qui commence à s'installer. Et ce qui est important, c'est cette inclusivité qui a été évoquée par mon frère qui est avec moi sur ces plateaux. C'est cette inclusivité qui... Il y a encore un autre élément pour prouver que vraiment les élections vont bien se passer. Et tout le monde est là, personne n'a été exclu pour quelque prétexte que ce soit. Et vous parlez de la communication. Ils évoquent la communication à quel niveau, l'Union européenne? Voilà. Le problème se pose au niveau de l'acquisition et du déploiement du matériel de communication. Les autorités congolaises n'ont pas permis à ce qu'ils puissent acquérir le matériel et le déployer en province pour lier la communication entre eux. Ils n'ont pas reçu gain de cause, alors ils ont décidé de plier bagage. Bon, moi je pense qu'il y a des moyens de communication dans ces pays qui existent, qui vont permettre à tous les observateurs, les observateurs de s'échanger des informations. À moins que penser venir avec des appareils pour, je ne sais pas moi, arriver à proclamer d'autres résultats. Parce que depuis un temps, on commence à constater que même des observateurs qui ne sont pas habilités à pouvoir proclamer des résultats, commencent à proclamer des résultats dans ces pays. C'est comme ça que ça circule parfois dans les réseaux sociaux. Quand il y a élection, vous voyez, tels observateurs ont dit que c'est tel qui est passé. Alors que ce n'est pas ça le rôle des observateurs. Le rôle des observateurs, c'est de voir comment s'assurer, n'est-ce pas, de la bonne tenue des élections et de produire un rapport qu'ils vont remettre à la CENI pour permettre à cette dernière, n'est-ce pas, d'affiner la manière d'organisation et la manière d'organiser en fait les élections dans les tout prochains jours, pour permettre à la CENI d'optimiser sa façon de travailler. Je pense que c'est ça le rôle des observateurs. Donc, il y a toujours moyen de communiquer. Nous avons plusieurs instruments ici dans ce pays qui peuvent permettre à ce que les observateurs puissent s'échanger d'informations, parce qu'il faut se poser la question de savoir les autres observateurs, les observateurs de la SADC et des autres structures qui viendront ici en République démocratique du Congo, comment vont-ils procéder pour arriver à échanger des informations? C'est ça. À moins qu'il y ait, je ne sais pas moi, une autre raison. Mais si ce n'est que pour ça, moi je pense que ça ne peut pas pousser l'Union européenne
l'Union européenne à se retirer. Mais c'est tant mieux pour eux s'ils estiment que ils se retirent et que nous... Non, c'est tant mieux pour eux. Moi, je pense que ce sont nos élections à nous, que nous avons organisées avec nos propres moyens. Et elles vont se dérouler et il y aura des résultats qui seront publiés. Donc, ça se passe partout. Je ne sais pas s'il y a une organisation, par exemple, même de l'unité de l'Union africaine ou bien de l'Union africaine qui a l'habitude d'aller aussi observer les élections, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, partout là-bas. Je ne sais pas s'il y a une structure dans ce sens-là. Mission d'observation de l'Union européenne, elle existe. Non, je parle de la mission d'observation de l'Union africaine. Qui va observer les élections en Europe, en Occident? Voilà, c'est de ça que je suis en train de parler. Vous voyez? Donc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on ne va pas en faire tout un cas. Je pense qu'on n'en fera pas tout un cas. Ils ont choisi de partir. Il n'y a aucun problème. Nous allons organiser nos élections. C'est leur choix. Nous respectons leur point de vue. Voilà, je pense que c'est ce que je peux dire à ce sujet. Comment voyez-vous la préélection? La préélection sera exceptionnelle parce que les Congolais auront participé à une grande fête. Une grande fête qui consiste au choix de leurs propres dirigeants. Vous comprenez? Et donc, tout va se passer dans la paix, dans la sérénité. Comme vous le savez bien, vous savez que même en 2018, on disait qu'après les élections, ça sera pratiquement le chaos. Presque le monde entier était surpris. On disait non, les ambassades commencent à retirer leurs ressortissants de notre pays, commencent à aller ailleurs. Il y en a même qui disaient que non, il se pourrait qu'on est en train de soupçonner que les djihadistes vont déposer, je ne sais pas moi, une bombe quelque part. Les gens sont allés dans tous les sens. Il y a eu des histoires surréalistes qui ont été racontées au sujet des élections de 2018. Ce pays est un pays béni. Tant que les Congolais ont l'habitude de s'agenouiller et de prier Dieu, je pense que tout ira pour le mieux. Même après ces élections ici, tout va se passer dans le calme. Et tous les prophètes des malheurs, je pense qu'ils seront déçus. Ils seront désappointés de voir que tout s'est bien passé et que nous allons continuer à vivre normalement. Voilà, donc c'est cela. Monsieur Massim, on va finir avec vous la question de la mission d'observation électorale de l'Union européenne pour des raisons liées à la communication. Ils ne vont plus observer les élections de 2023 ici chez nous. Une petite réaction? Oui, moi je m'en vais d'abord lire la loi électorale. La loi électorale dans son article 45. L'observateur est tenu de respecter les lois et règlements de la République démocratique du Congo. Peu importe votre pays d'où vous ressortez, l'Union européenne ou aux États-Unis. L'observateur est tenu de respecter les lois et règlements de la République démocratique du Congo, ainsi que les dispositions arrêtées par la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne organisation du scrutin. Il ne peut s'immiscer ni directement ni indirectement dans le déroulement des opérations électorales. Cher Dan, vous venez dans un pays souverain qui a une politique de sécurité et qui est censé sécuriser ses territoires dans les limites de ses frontières et aussi sécuriser sa population et les biens ainsi que les institutions. Et dans cette période électorale, c'est le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, qui sécurise les agents électoraux, les bureaux de vote et assure aussi la sécurité des observateurs. Mais quand vous veniez, il ne faut pas venir imposer les règles du jeu. Parce que nous sommes dans un pays souverain. Les règles du jeu ont été déjà arrêtées lors de vote de la loi électorale. Mais vous venez avec vos propres moyens de communication. Prenons par exemple une mallette satellitaire. Mais il s'agit d'une question de sécurité nationale. Il s'agit d'une question de sécurité nationale. La RDC n'est pas un pays, un État voyou. Il y a des règles, il y a une politique de sécurité. Est-ce que dans notre politique de sécurité, on permet à une structure de pouvoir se promener avec des mallettes satellitaires? Parce qu'avec les mallettes satellitaires, on peut vous quadriller. Et on peut même donner les informations à temps réel à l'ennemi.
Mais au moment où la RDC refuse l'utilisation, il faut bien préciser, la République démocratique du Congo, elle, ensemble avec la CENI, n'ont pas refusé la mission d'observation de l'Union européenne. Mais c'est justement l'Union européenne et ses observateurs ne veulent pas respecter notre pays et les lois de notre pays ainsi que nos institutions. Ils veulent imposer l'utilisation d'une mallette satellitaire qui est très dangereuse pour notre sécurité nationale. Il s'agit d'une affaire intérieure liée à notre État, cher Dan. Pourquoi l'utilisation de cette mallette satellitaire? Est-ce qu'ils peuvent aller observer les élections aux États-Unis avec cette mallette? Si d'ailleurs un président, quand il se déplace, n'est pas permis de pouvoir se promener avec une mallette satellitaire, combien plus forte raison pour une simple organisation de l'Union européenne? Non, mais il ne faut pas aussi prendre les choses à la grandeur qui ne représente pas cela. Si une mission aujourd'hui se désengage parce qu'il veut imposer les règles du jeu au moment où nous sommes en plein jeu, mais s'il ne voit que les conditions ne sont pas réunies, qu'ils partent. La RDC pour l'organisation des élections n'a pas tendu la main à l'Union européenne ou aux États-Unis. Non. Nous organisons nos élections avec nos propres moyens. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté et de notre sécurité et de notre détermination en tant que peuple et État ainsi que patrie. Donc, j'appelle tout le peuple congolais de pouvoir se désengager de tous ces communiqués-là de l'Union européenne qui veulent nous quadriller, qui veulent vendre, diffuser les informations auprès de nos ennemis. Parce que n'oublions pas que les Rwandais aussi vont organiser, dissiper ces élections. Pourquoi l'Union européenne, la pression qu'ils mettent à la RDC ne les fait pas à l'endroit de Paul Kagame et de son régime à Kigali? Pourquoi ils ne les font pas? Merci. Comment un président peut être élu en raison de 98%? Ça s'est fait au Rwanda. Pourquoi ils ne les contestent pas? Pourquoi ils ne mènent pas leur mission là-bas? Pourquoi seulement la RDC? L'émissaire des États-Unis, à travers son chef de la structure de la CIA, était venu ici en passant par le Rwanda, en appelant notre gouvernement, notre président de la République, que je salue l'option qu'il avait levée de ne pas aller participer aux assises d'Arusha. Ils avaient imposé certaines choses, certains calendriers, juste pour l'organisation des élections dans notre pays. Et il y a certains groupes de l'opposition et des candidats de l'opposition qui cèdent à ça. Merci beaucoup. Donc, la RDC et sa population est assez mature pour comprendre le jeu de l'Occident et le jeu de certains fils du pays qui jouent ces jeux-là pour semer la terreur et la désolation, ainsi que la haine et le soulèvement populaire dans notre pays. Et tous ceux qui vont s'ingérer dans ces genres d'actes vont être arrêtés et mettre à la disposition de la justice. Ils vont être arrêtés. Bon, je pense que c'est les derniers mots maintenant. Hein. J'invite les populations du site qui vont accueillir le professeur Modeste Bahati demain, qui va lancer sa campagne, la campagne du chef de l'État. Les numéros 157 et les numéros 20 à la présidentielle. 157, n'est-ce pas, à la députation nationale, Modeste, dans la ville du Sud, Kivu. Qu'il pense aussi au numéro 410 dans la commune, dans le district de la Funa, Belame Biamungu. Et le numéro 592 dans la commune de Kimbassé. Mais ça, ce sont les Mabang. Madame Hélène Maud dans la commune de Kimbassé. 592. Qui a fui mon émission. Jusque-là, il m'a promis qu'il va passer. Il n'est jamais passé. Non, il passera. Je te donne ma parole. Je le dis. Il viendra. Il va à l'antenne. Vraiment. Vous avez fui mon émission. Donc, il viendra. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein, c'est pas bon. J'ai appelé au contre-vote. Je risque d'appeler au contre-vote. Allez, portez-vous bien. À demain.